excusez-moi, là, mais vous parlez de tout ça comme si c'était... comme si on vivait dans un système étranger. Là. Le système de droit du Québec, la Charte des droits et de la personne du Québec et la Charte canadienne sont presque pareilles. Bonjour à tous, un petit mot pour remercier ceux qui nous appuient financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, que nous allons pouvoir continuer de vous offrir du contenu vraiment intéressant et même continuer de vous surprendre. Ceux qui nous suivent comme ça et qui voudraient en savoir plus, qui voudraient accéder aux épisodes également d'avance, sans publicité, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Vous pouvez descendre comme ça le curseur sur YouTube, vous allez voir l'option rejoindre, se joindre, vous allez voir que pour une somme modique, vous allez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, et également du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, on est sur Patreon également, le lien est dans la description. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui, lorsque je donnais son nom aux gens autour de moi, je disais je veux recevoir cet individu-là, on me disait il ne va jamais accepter. C'est impossible, franchement, il ne viendra pas. Pourtant, André Pratt, bonjour. Salut. Vous êtes présent, vous avez dit présent, vous avez dit j'y vais. Moi, j'avais l'impression que vous alliez dire oui parce que vous avez quand même la réputation d'accepter le duel, d'aller au front, d'accepter aussi la conversation, qui n'est pas tout à fait le duel, mais dans un monde comme celui d'aujourd'hui, la différence des fois entre les deux est très mince. Est-ce que, juste pour qu'on ait un petit accès aux coulisses de votre décision, est-ce que vous avez hésité à venir? Non, pas vraiment, parce que ça fait partie de ce que je fais depuis des années. Puis moi, je vois pas ça comme des duels, je vois vraiment ça comme des conversations, parce que dans le fond, vous et moi, on a une différence au moins sur la question constitutionnelle, appelons ça comme ça, mais dans le fond, tout le monde veut le mieux pour le Québec. Donc, on partage au départ ça. Après ça, on peut chacun avoir sa perspective sur qu'est-ce qui est le mieux pour le Québec, mais on est tous Québécois, puis on vise tous à ce que les choses aillent mieux au Québec. Puis après ça, on ne s'entend pas sur les moyens, mais on peut quand même avoir une conversation. J'ai fait un échange de correspondance à un moment donné avec Joseph Facal il y a plusieurs années, et puis qui a été publié. Puis notre objectif, c'était ça, c'était de montrer qu'on peut discuter sans grimper après les rideaux, puis vouloir s'étrangler ou se tirer une balle dans un duel comme à l'époque, qu'on peut discuter de ces enjeux-là, même si on n'est pas d'accord, puis on peut défendre notre point de vue de façon assez vigoureuse, mais en même temps, à la fin, on se sépare bons amis, puis c'est important dans une nation qui est relativement petite comme le Québec, où beaucoup de gens se connaissent, il faut qu'on puisse avoir des relations civilisées malgré nos différentes opinions. Est-ce que c'est des conversations que vous aviez avec Pierre Foglia? Aussi du temps que vous étiez à la presse? En réalité, moi, je n'étais pas dans le cercle des amis proches de Foglia. Je faisais partie de ses admirateurs silencieux, je dirais. On était très, très différents. Puis Pierre était relativement plus âgé que moi aussi. Mais ce qui est curieux, c'est que même si on n'avait pas les mêmes opinions sur plein de sujets, à l'époque où j'étais éditorialiste en chef, donc où j'étais souvent attaqué par toutes sortes de monde, Pierre m'a toujours défendu. Et j'ai toujours beaucoup apprécié ça parce que ça voulait dire justement qu'au-delà des différences d'opinion, moi, j'avais énormément de respect pour lui, évidemment, à cause de ce qu'il faisait, qui était exceptionnel. Puis je pense que lui avait un certain respect pour moi aussi et j'ai toujours apprécié ça de lui beaucoup. Vous vous rappelez, et je vais peut-être vous l'apprendre si vous ne le saviez pas, qu'il avait rencontré Pierre Falardeau. Oui, absolument. Donc, vous savez où je m'en vais. Donc, dans une rencontre qui avait été, en tout cas, le son, la version audio de la rencontre avait été enregistrée. C'était dans le cadre d'une émission à Radio-Canada qui s'appelait À la table d'à côté. La table d'à côté, oui, c'est ça. Et assez rapidement, Pierre Falardeau, qui ne vous a jamais apprécié, je pense, s'en est pris à vous, ainsi qu'à Yves Boisvert et ainsi qu'à, je pense, un certain Dubuc de la presse. Et là, Pierre Foglia a dit « Je n'ai jamais rencontré, ou presque, quelqu'un d'aussi intègre ». C'est le mot qu'il avait utilisé pour vous désigner. Mais en tout cas, lui, il avait l'impression de vous apprécier beaucoup, là. Oui, mais c'est ça. Ce qui était intéressant, c'est qu'on était très différents. Puis moi, à l'époque, j'étais un jeune ambitieux. Je voulais atteindre toutes sortes d'objectifs professionnels et tout.
Et puis Pierre, malgré ces différences-là, c'est ça, cette fois-là, notamment, m'avait défendu assez fortement. J'ai toujours apprécié ça. Puis Pierre avait tu sais, évidemment, depuis son décès, beaucoup de gens font l'éloge de Folia, puis de ses textes, puis tout ça. Mais moi, ce que j'ai toujours le plus admiré chez lui, c'est sa capacité de durer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être populaires ou appréciés par des lecteurs ou par des téléspectateurs ou des amateurs de balado, mais réussir à faire ça, puis à se renouveler, puis à être apprécié par des lecteurs pendant plusieurs dizaines d'années, ça, il faut quand même le faire. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai fait cette carrière-là pendant longtemps aussi, puis à un moment donné, toi-même, tu as un peu l'impression que tu te répètes, tu finis par être tanné de toi-même. Mais Folia, lui, je ne sais pas comment il se sentait par rapport à ça, mais il a toujours réussi à se renouveler puis à garder l'affection, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agissait, l'affection de dizaines de milliers de lecteurs de la presse, et ça, c'est très rare. Puis, mais comment c'était possible d'ailleurs? Parce que c'était quelqu'un de très clivant, là. Il le disait lui-même, je reçois beaucoup de lettres et de courriels de gens qui me détestent, là. Et je pense qu'on peut le comprendre dans la mesure où il avait un style. Quand on a un style, ben, c'est par définition, on ne peut pas plaire à tout le monde parce qu'on a un style, parce qu'on ne fait pas dans le plastique, dans le rigide, dans le tiède. On est froid ou on est chaud. Et pourtant, il y avait, je pense que la statistique, c'est 80% des lecteurs de la presse le lisaient, 90% le connaissaient. Est-ce qu'un Foglia aujourd'hui, avec un style bien à lui, une personnalité comme lui, ça pourrait exister? Ben, je pense que oui, mais c'est sûr que probablement qu'il y a des choses que Folia a écrites à l'époque qui ne pourraient pas nécessairement dire aujourd'hui. Mais ce qui était intéressant de lui, c'est qu'il écrivait sur toutes sortes de choses, puis toutes sortes de textes aussi. Il pouvait parler une fois de ce qui se passait en Irak parce qu'il avait été un reportage en Irak, mais la semaine suivante, il vous parlait de la vie de ses chats ou de sa fiancée. Donc, il parlait beaucoup de la vie quotidienne aussi. Puis là, il rejoignait énormément de gens. Donc, on pouvait ne pas être d'accord avec lui ou trouver que, je ne sais pas, moi, quand il comparait Michel Richard à un toaster, c'était peut-être un peu excessif. Mais la fois d'après, il vous parlait de ses chats ou de sa culture d'asperges ou je ne sais trop quoi. Puis là, il vous raccrochait parce qu'il vous parlait de quelque chose qui vous touchait de près, là. Un indépendantiste à la presse, est-ce que ça suscitait un malaise? Non, parce que la délimitation entre ce qui était la page éditoriale, qui était conçue comme la page où la presse s'exprimait comme institution, et qui donc là défendait des idées non seulement au niveau du fédéralisme, mais aussi sur les questions économiques et tout, c'était très distinct de tout le reste de la presse, qui était un quotidien d'information où tous les points de vue pouvaient s'exprimer. Puis même dans les pages éditoriales, il y avait l'éditorial, mais il y avait aussi des chroniques et plein d'invités. Et moi, pendant les 14 années où j'étais éditorialiste en chef, je me faisais un point d'honneur de faire en sorte que tous les points de vue s'expriment, y compris des gens qui étaient souverainistes et des gens qui étaient beaucoup plus à gauche que nous. Parce que nos lecteurs, il fallait répondre aux besoins de nos lecteurs aussi. Puis nos lecteurs, il y en avait des fédéralistes, mais il y en avait qui étaient souverainistes, puis il y en a qui étaient à gauche, puis d'autres qui étaient plus à droite que nous. Puis c'est ces gens-là qu'il fallait servir. Il fallait penser à nos lecteurs, nos lectrices. Donc, les chroniqueurs pouvaient être souverainistes. Il y en avait, absolument. Qui l'écrivaient? Tout à fait, absolument, absolument. Dont Folia, mais d'autres aussi. Et qui ont survécu parce que c'était la liberté des chroniqueurs de s'exprimer de façon la plus libre possible. Et c'est ce à quoi nos lecteurs s'attendaient. Et puis, on n'aurait pas, comme journal, survécu si on avait été en bataille constante contre une bonne partie de nos lecteurs. Il y a 35-40% de souverainistes au Québec. Ces gens-là, il y en a beaucoup qui lisent la presse aujourd'hui, qui lisaient la presse à l'époque et qui n'auraient pas voulu nous voir partir en guerre à page après page après page contre une idée qui, eux, leur était chère. Donc, ça ne dérangeait pas la famille Desmarais qui était propriétaire de ce journal-là d'avoir un chroniqueur aussi connu, aussi apprécié et qui n'hésitait pas à dire qu'il était souverainiste? Ben, je ne sais pas si ça les dérangeait ou pas parce que je leur en ai jamais parlé, mais je ne sais pas, mais chose certaine, Folia était là, puis il s'exprimait, puis il n'y a jamais eu de réprimande parce qu'il exprimait ce point de vue-là et plein de points de vue. Je suis convaincu que les propriétaires, avec lesquels les propriétaires n'étaient pas nécessairement d'accord, mais c'était un atout pour la presse. Et puis, à ma connaissance, la famille Desmarais appréciait la presse comme média d'information généraliste. Et Folia en faisait partie, il jouait un rôle très important. C'était pas prévu qu'on parle de Pierre Foglia. On s'était donné rendez-vous avant qu'il ne meure. Je veux maintenant honorer les raisons officielles de cette rencontre-là.
Je vous ai écrit un courriel il y a quelques semaines déjà. Et dans le courriel que je vous ai écrit, j'ai dit que vous étiez un nom important de la pensée fédéraliste au Québec. Je faisais référence à une période, évidemment, que vous avez couverte à titre d'éditorialiste, mais je faisais aussi référence à la période dont on vient de sortir. Là. Vous avez été un nom important, ne serait-ce que dans les journaux, à vous exprimer. Vous avez été parmi les acteurs de la relance du Parti libéral du Québec. Puis vous m'avez répondu ceci, et pour que ça soit clair, là, j'ai demandé à M. Pratt si j'avais bien sa permission de lire cet extrait-là du courriel que vous m'avez écrit. Mes idées, donc, m'avez-vous écrit, dans la mesure où idées il y avait, sont pas mal oubliées aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, je veux dire, j'ai eu le privilège extraordinaire d'avoir une tribune dans laquelle je pouvais exprimer mes idées pendant 14 ans à la presse, qui est un des grands journaux du Québec francophone. Mais aujourd'hui, j'ai plus de tribune du tout. Enfin, j'ai une tribune dans la mesure où de temps en temps, je peux écrire un texte que je soumets aux journaux, à la presse ou au Devoir, au Journal de Montréal, puis ils me publient s'ils veulent bien, ce qui arrive de temps à autre. Mais à part ça, j'ai plus de tribune, j'ai pas de rôle officiel dans le débat public. Alors, je participe comme individu. J'ai travaillé un peu au Parti libéral comme bénévole, mais j'occupe plus le rôle public que j'occupais avant. Mais en même temps, il y a des gens qui sont morts ou qui sont plus en retrait comme vous, toujours vivants, comme disait Jerry Boulet, et dont les idées sont encore présentes aujourd'hui. Donc, quand vous me répondez ça, oui, évidemment, vous avez plus un rôle, mais pourquoi vos idées sont oubliées? Bien, parce que, tu sais, ce que je vous disais, c'est mes idées dans la mesure où idées il y a. Moi, j'ai jamais eu l'impression ou la prétention que j'avançais des idées très originales sur un sujet ou sur un autre. J'analysais les choses telles que je les voyais, que ce soit sur l'avenir constitutionnel du Québec, que ce soit sur l'économie, sur les finances publiques, la société. Enfin, on écrit sur tellement de sujets. Et j'ai jamais eu l'impression que j'avais ni une grande influence, ni des idées particulièrement originales. On vient de parler de Folia tantôt. Ben, Folia, lui, il était original. Moi, j'étais pas original. Et je pense pas qu'il y a de mes idées ou de mes façons de voir les choses qui a eu plus de durée que la période où j'ai été à l'éditorial, à la presse. Et donc, c'est pour ça, moi, et c'est pour ça que j'ai été étonné de l'invitation, parce que je suis plus vraiment un personnage public. Bon. Mais à ce moment-là, je vais vous rappeler un peu quelles étaient vos idées et en quoi elles ont eu, à mon avis, un écho jusqu'à un certain moment. Pour moi, vous êtes fédéraliste, c'est pas un secret pour personne. Par contre, votre fédéralisme, ce n'est pas le fédéralisme d'un Justin Trudeau. Ce n'est pas le fédéralisme d'un Pablo Rodriguez aussi. C'est un fédéralisme, et là vous me direz si je me trompe, qui ressemble plus à celui d'un Claude Ryan, qui est un fédéralisme québécois. C'est-à-dire que oui, on veut rester dans le Canada, mais il faut que ça soit le Québec d'abord. Et le Québec d'abord, c'est d'une certaine façon un écho à l'idée des deux nations fondatrices, à l'idée que le Québec, lorsqu'il va à Ottawa, il a une stature, il a une importance. Le chef, qui est désormais celui du Parti libéral du Québec, à ma connaissance, vous ne l'avez pas appuyé publiquement, c'est quelqu'un qui est issu du fédéralisme de Justin Trudeau, qui est issu de l'équipe de Justin Trudeau. C'est quelqu'un qui nous parle beaucoup d'un Québec qui s'ouvre sur le monde et est québécois, peu importe qui habite le Québec. Vous, c'était pas exactement ça. C'était les années Charest. On parlait plus d'économie. On parlait plus du Québec comme d'un acteur qui pouvait parler avec le Canada à part égale également. Ben, est-ce que je vous rappelle quelques petites idées qui ont été les vôtres? Ben, vous résumez mieux mes idées que je l'aurais fait moi-même, mais moi, d'abord et avant tout, je suis québécois. Puis ce qui me préoccupe, puis les raisons pour lesquelles j'ai pris des positions que j'ai prises, puis les raisons pour lesquelles récemment je me suis un petit peu impliqué en politique, c'est pour le Québec. T'sais, alors, puis je veux dire, mes racines au Québec remontent à très longtemps, puis je suis très fier d'être québécois. Et si je suis fédéraliste, c'est parce que je pense que c'est dans le meilleur intérêt du Québec. On peut être d'accord ou pas, mais c'est ma façon de voir les choses. Et quand j'étais impliqué au Parti libéral du Québec de façon plus officielle, c'est l'idée que je défendais. Et je disais toujours aux gens, parce qu'on a défendu une vision très nationaliste au Parti libéral du Québec, je disais toujours aux gens, nous sommes le Parti libéral du Québec.
Notre objectif, c'est de gouverner le Québec et par nécessité, notre priorité, ça doit être les intérêts du Québec. C'est pour ça qu'on est là. Nous, on considère, on est arrivé à la conclusion que c'est mieux pour le Québec d'être au sein du Canada, mais notre priorité, ce sont les intérêts du Québec. Maintenant, pour ce qui est de Pablo Rodriguez, je n'ai pas appuyé parce que j'ai appuyé personne. J'avais des fonctions officielles au parti à ce moment-là et on était tenu à la neutralité. Puis on verra comment M. Rodriguez défend ses idées sur le Québec et l'appartenance du Québec au Canada. On risque d'avoir un débat là-dessus pendant la prochaine campagne électorale. On verra. Ah, bon, j'ai l'impression que vous n'allez pas trop vous mouiller, puis c'est correct, je respecte ça. Par contre, moi, j'aime la formule, elle m'obsède. Idée oubliée. Vous avez semblé trouver juste la façon que j'ai divisé le fédéralisme, finalement, les deux options de fédéralisme. C'était pas celle-là que vous avez défendue pendant des années, c'est-à-dire ce fédéralisme multiculturaliste. Qu'est-ce que vous en dites du choix des membres du Parti libéral? Ben, je vais vous dire une platitude, là, mais les gens ils ont choisi, point. Là. C'est vrai que c'est plate. Je suis désolé, mais je ne commencerai pas à diagnostiquer comment les gens ont fait leur choix. Je pense que maintenant, le chef du Parti libéral du Québec a des défis importants devant lui. Notamment, il doit présenter aux Québécois un programme de ce qu'il veut faire, lui, comme prochain premier ministre du Québec, s'il le devient. Je pense que la prochaine campagne électorale, qui devrait avoir lieu en octobre 2026, en moins d'une surprise, va être une campagne de contenu. Ça ne sera pas juste une campagne de style ou d'image, notamment parce que M. Plamondon, le chef du Parti québécois, est un homme de contenu. Il avance des idées, il produit des documents, il dit des choses. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de Québécois le voient positivement, parce qu'il fait de la politique de cette façon-là. Et donc, ça veut dire que les adversaires de M. Plamondon, puisque pour l'instant, c'est lui qui est en haut dans les sondages, vont devoir répondre aussi. Et moi, je suis convaincu, pour parler du parti dont je suis le plus proche, le Parti libéral du Québec, qu'il ne suffira pas de crier le mot référendum avec un crucifix pour éloigner les méchants, que ça ne suffira pas. Que c'est un argument parfaitement valable de dire que ce n'est pas le bon moment de référendum, etc., mais que ça ne suffira pas. Les gens veulent savoir ce que le prochain parti du gouvernement a à proposer pour s'attaquer aux problèmes concrets auxquels ils font face. Mais c'est bas aussi comme argument, c'est-à-dire que c'est la peur, ça marche, mais c'est pas parce que ça marche que ça fait de nous quelqu'un qui a choisi la hauteur d'esprit. Oui, mais la peur, elle marche de tous les côtés, parce que quand tu dis si le Québec ne devient pas indépendant, on va tous disparaître, c'est de la peur aussi. Alors, moi, je pense qu'il y a un argument raisonnable à faire pour dire que ce n'est pas le moment pour faire un référendum, mais j'ai aussi tout à fait confiance aux Québécois de faire un choix basé sur ça, mais sur plein d'autres affaires aussi. Et donc, moi, si j'étais conseiller du Parti libéral du Québec, ce que je ne suis pas, mais si je l'étais, je leur dirais, préférez-vous à faire une campagne sur les vrais problèmes auxquels les gens font face? Parce que ça se pourrait très bien que beaucoup de Québécois disent, moi, un référendum sur l'indépendance, ça ne m'intéresse pas tellement, mais M. Plamondon, je l'aime bien, fait qu'on va voter pour lui. Puis s'il y a un référendum, on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Alors, je ne pense pas que la crainte du référendum soit un argument suffisant pour un parti, que ce soit le Parti libéral ou que ce soit le Parti conservateur ou la CAQ, pour prétendre former le prochain gouvernement du Québec. On va en parler du référendum un peu plus tard. On va parler de Paul Saint-Pierre Plamondon, que vous avez qualifié d'extrême dans la Gazette, parce que je lis la Gazette. Vous avez dit que c'est le chef le plus extrême du Parti québécois que vous ayez connu. Mais avant toute chose, j'aimerais revenir sur le mot à votre sujet de Foglia. Il disait que vous étiez un homme intègre. Est-ce que vous n'êtes pas aussi loyal à un point tel qu'il est difficile en ce moment de vous tirer les verres du nez? C'est-à-dire sur la question du nouveau chef, de la vision qui était la vôtre versus la vision qui s'est imposée. J'ai l'impression que c'est des lignes de parti. Là. Puis vous avez annoncé, vous avez dit ça va être une platitude. Je vous annonce que vous avez réussi. Je veux dire, il n'y a pas quelque chose, par contre, et là, ça vous demanderait peut-être un peu de narcissisme, mais de l'ordre de merde, pendant des années, j'ai défendu des idées, puis ils ont choisi autre chose, puis je pense qu'ils s'en vont pas dans la bonne direction. Ils ont choisi autre chose. Je pense que les gens ont choisi une personne. Les militants du Parti libéral ont choisi une personne. Nous, dans le travail qu'on a fait, parce que vous avez dit qu'il y avait eu la relance du Parti libéral, donc il y avait un groupe de travail qui travaillait sur la relance du parti. On a rencontré plein de gens, on a fait 2 tournées du Québec, puis il y a des messages qui sont sortis de ça.
que les militants libéraux et les Québécois qui n'étaient pas nécessairement des militants, mais qui s'intéressaient à ce qu'on faisait. Donc, il y a une série de messages qui ressortent de ça. Et moi, ce que j'ai fait quand j'ai rencontré tous les candidats qui étaient impliqués dans la course à la chefferie, je leur ai dit, ça, c'est les militants libéraux, c'est les gens sur le terrain, c'est ça qu'ils pensent. C'est ce qu'ils souhaitent que le Parti libéral fasse. Alors, ce n'est pas mes idées, c'est les idées qu'on a récoltées de la part des gens. Et moi, je pense que le chef du parti, M. Rodriguez maintenant, a tout intérêt à s'alimenter de ces idées-là. Et là-dedans, il y a beaucoup d'idées, notamment, je donne un exemple comme ça, mais nous, on a prôné l'adoption d'une constitution pour le Québec. On pense que c'est une bonne idée que c'est le temps pour le Québec de se définir lui-même, de ne pas attendre que les autres se définissent. Et tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais nous, on a vendu cette idée-là, on l'a fait adopter par les membres, puis on pense que le chef du Parti libéral du Québec devrait faire la promotion de cette idée-là et d'autres. Donc, oui, c'est sûr que je suis loyal à un parti parce que moi, je suis profondément libéral au sens philosophique du terme. Je crois aux idées du libéralisme et quand je regarde les partis actuellement sur la scène provinciale, il y a juste un parti qui défend ces idées-là, c'est le Parti libéral du Québec. Alors, dans ce sens-là, oui, je suis loyal à ce parti-là. Je souhaite qu'il gagne les prochaines élections. Mais ce que je vous dis, qui est, est-ce que c'est de la loyauté ou de la non-loyauté, je ne sais pas, mais ce que je vous dis, c'est que il y a des défis pour le Parti libéral. C'est loin d'être gagné en 2026 et le parti va devoir faire un exercice de réflexion très approfondi pour présenter aux Québécois un programme qui s'adresse qui s'attaque aux questions fondamentales auxquelles le Québec fait face et auxquelles les Québécois font face. Et ça, pour l'instant, le Parti libéral il a joué son rôle d'opposition, ce qui est correct, mais le Parti libéral n'a pas présenté un programme concret pour les Québécois qui permettrait aux gens de se faire une idée. Ça vous va bien, le bleu. Pourquoi vous avez voté oui en 95? J'ai voté oui en 95, comme j'ai voté oui en 1980 d'ailleurs, parce que j'espérais que ce soit l'outil pour permettre une nouvelle entente avec le Canada. Et en 1980, ce qu'on nous proposait, c'était la souveraineté association. C'était une nouvelle négociation avec le Canada. Et en 1995, c'est la même chose qu'on nous présentait. Au début, M. Parizeau, c'est pas ça qu'il nous disait, mais finalement, quand M. Bouchard est arrivé dans le milieu de la campagne, c'est ça qu'on nous disait. Donc, j'ai cru ça. Et j'avoue que quand M. Parizeau a fait son discours le soir du référendum, ça m'a assez refroidi. Mais vous disiez tantôt... vous parlez du bout sur l'argent et le vote ethnique. Oui. Des votes ethniques, oui. Ouais. Mais... tu sais, vous faisiez remarquer que je disais que M. Plamondon était un chef extrême ou radical, je dirais plutôt radical, mais en tout cas, parce que jusqu'ici, ça peut changer, là, mais jusqu'ici, M. Plamondon n'a pas présenté d'idée d'une association avec le Canada. Il ne parle jamais de ça. Il parle de l'indépendance, point à la ligne, avec un dollar québécois et tout ça. Mais ça, c'est pas ça que René Lévesque présentait. C'est pas ça que Lucien Bouchard présentait non plus. Alors, il est le premier, à ma connaissance, qui a une étape aussi avancée du processus, donc à quelques mois d'une élection et possiblement d'un référendum, nous dit, moi, ce que je veux faire, c'est l'indépendance du Québec, point à la ligne, avec un dollar québécois, puis tout ça. C'est correct, c'est légitime, mais ça n'a jamais été ni l'option de René Lévesque, ni celle de M. Bouchard. Alors, c'est dans ce sens-là que je dis radical. Je ne veux pas dire que c'est un homme dangereux. C'est pas un homme dangereux du tout. Mais vous avez dit extrême. Le mot exact, là, c'est peut-être que vous le reverrez. En anglais, extreme, ça veut dire plus radical qu'extrême, là, mais en tout cas. Mais c'est pas grave, ça, qu'il est plus loin. Ça fait pas de lui quelqu'un d'extrême. Ça fait même quelqu'un de plus clair, peut-être, dans la démarche? Peut-être, mais je dis ça dans le sens que les gens perçoivent souvent M. Plamondon à cause de son ton, de sa façon de s'exprimer, comme quelqu'un de très modéré, très raisonnable. Je dis juste le fait, je souligne juste le fait que jusqu'ici, en autant qu'on sache, beaucoup de Québécois qui votent oui au référendum espèrent, comme moi je l'espérais en 80-95, une nouvelle entente avec le Canada. Et c'est ce que M. Lévesque proposait en 80, c'est ce que M. Bouchard proposait en 95. Vous mentionnez pas Parizeau, par contre, hein? Non, parce que c'est pas ce que M. Parizeau proposait. Donc, Plamondon n'est pas le premier. Ben, il n'est pas le premier, mais il est celui qui, en arrivant proche du référendum, dit ça, alors que c'est pas ce que le camp du oui disait en 95. Parce que rappelez-vous que le camp du oui en 95 s'en allait vers une cuisante défaite, jusqu'à ce que M. Bouchard arrive et qu'on dise, lui, il va être notre négociateur. Ouais.
Et c'est là que ça a viré de bord. Alors, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Je veux dire, Lucien Bouchard, Mario Dumont, qui faisait partie du camp du oui à l'époque, étaient des tenants d'une souveraineté association, nouvelle entente avec le Canada, etc. C'est pas ce que M. Plamondon nous présente. Pour l'instant, il doit présenter un livre bleu bientôt, éventuellement. On verra ce qu'il dit à ce moment-là. C'est ce que je dis dans le sens qu'il est un radical. Il propose une indépendance, une séparation, appelons ça par son nom. Une vraie indépendance. Totale du reste du Canada. Ouais. Ça peut faire l'affaire de bien du monde. Jusqu'ici, l'histoire nous enseigne que même les Québécois nationalistes, dans beaucoup de cas, ne souhaitent pas ça, ne souhaitent pas une rupture du Canada. En même temps, mais ça peut changer. Oui, vous avez bien raison que ça peut changer. Absolument. C'est là-dessus que je vous donne raison. 80, la question, elle était interminable. Il y avait la souveraineté association. Ça finit 60-40 en faveur du non. 95, la question n'est pas suffisamment claire pour vous. Je la rappelle. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente du 12 juin? C'est une question de 3 lignes. Vous avez l'entente du 12 juin. Oui, je comprends. Mais je comprends. Mais d'ailleurs, vous avez écrit tout récemment, là, c'est dans le même texte finalement que vous aviez écrit que Plamondon était extreme. Vous avez dit qu'il fallait peut-être simplifier la question. Ça serait plus honnête. Là, vous avez donné l'exemple de l'Alberta, de l'Écosse. Mais là, vous êtes difficile à suivre à ce moment-là parce que vous qualifiez la démarche d'un homme, soit Paul Saint-Pierre Plamondon, d'extrême dans la mesure où il veut aller plus loin que voulait aller l'évêque et Bouchard. Et en plus, mais en même temps, vous dites, mais il faudrait simplifier la question. Donc, honorer finalement la démarche de Paul Saint-Pierre Plamondon qui ne voudrait pas d'association. Mais je vois pas de contradiction. Là. Je veux dire, si le projet, c'est de séparer le Québec du Canada, posons une question dans ce sens-là, point. Oui. Pas d'entente du 12 juin, pas selon le projet de loi, mais vous pas vous inquiétez après pour avoir rien, offert. peut-être? Parce que c'est sûr que si le projet, c'est de ne pas faire d'entente, il n'y aura pas d'entente dans la question. On s'entend, là. Oui, mais la question n'est pas là. La question est, jusqu'ici, les souverainistes ont toujours posé une question qui sous-entendait une association avec le Canada. Oui, et puisque c'est plus le cas, il n'y aura certainement pas ça dans la question. On verra. Mais non, mais c'est sûr, M. Pratt. Ben non, c'est pas c'est sûr. Vous dites c'est sûr, c'est pas question, certain. Mais attendez, s'il n'est pas question d'une entente. Oui, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est sûr que dans la question, il ne sera pas question d'une entente. Tant mieux si c'est ça, parce que les choses seront claires. Les choses seront claires. On va proposer aux Québécois un projet de rupture radicale avec le reste du Canada. C'est correct. On verra ce que les gens en pensent. Quand on regarde l'histoire que vous connaissez très bien aussi, en 1980, la question qu'ils voulaient poser au début, c'était pas la question qui est aboutie à la fin. C'est parce que là, ils ont regardé les sondages puis ils se sont vus qu'ils fonçaient dans un mur. Puis la même chose est arrivée en 95. Alors, si ça n'arrive pas, moi, ma préférence d'abord, c'est qu'il n'y en ait pas de référendum. Ouais. Parce que c'est divisif, c'est un exercice extrêmement pénible. Mais si les Québécois souhaitent en avoir un troisième, il y en aura un troisième. J'espère juste que le projet sera clair, la question soit claire. Ce que je disais dans le texte de la Gazette que vous avez cité tantôt, c'est qu'à mon avis, la question devrait être approuvée par tous les partis présents à l'Assemblée nationale. Actuellement, dans la loi sur le référendum, c'est le parti au pouvoir qui décide de la question. C'est un peu comme au hockey, quand c'est une équipe qui décide des règles alors que l'autre équipe n'a rien à voir dans les règles. Ça ne me paraît pas démocratique. Il faudrait que tout le monde accepte la question comme étant une question légitime, démocratique. Puis une fois que tout le monde s'entend sur la question, ben on y va. Puis on verra ce que les Québécois décident. Parce qu'en bout de ligne, moi, je veux dire, je respecterai toujours le choix des Québécois. Moi, je suis Québécois. Si le Québec, un jour, décide de devenir indépendant, je vais rester Québécois, je vais demeurer au Québec. Je n'ai pas l'intention de déménager ailleurs. Et je me suis fait un point d'honneur de toujours respecter le choix démocratique des gens, puis je vais le faire en 2027-28 si jamais il y a un référendum. Est-ce qu'Ottawa devrait avoir un droit de regard sur cette question-là? Non, pas un droit de regard, mais on sait qu'en droit international, les Nations unies puis le Tribunal de l'Europe sur les questions constitutionnelles estiment que toutes les parties impliquées devraient accepter les règles du jeu. Bon, Ottawa n'a rien eu à voir sur la question en 80 ni en 95. Ils ont quand même participé au débat. Moi, je pense qu'ils ont le droit de participer au débat parce que c'est le Canada, puis si le Québec s'en va, ça transforme le Canada de façon radicale. Alors, qui participe au débat? Si tout le monde est d'accord sur la question, tant mieux, ça va rendre les choses encore plus claires. C'est sûr que même dans l'esprit d'un indépendantiste, si l'objectif, c'est que
il y a un vote et que là, la communauté internationale reconnaisse le sens du vote, bien, c'est pas mal mieux si tout le monde s'entend sur la question au départ. Parce que si les gens s'entendent même pas sur les règles du jeu au départ, bien, après le vote, bien là, le Canada va dire non, la question n'était pas correcte. Puis là, la communauté internationale va dire, bien là, qu'est-ce qu'on fait? Là, eux autres, ils disent que la question n'est pas correcte. Les autres disent que oui. Au Québec, eux-mêmes sont divisés. C'est aussi bien de faire ça clair. En Écosse, ils ont fait ça de façon très claire. L'Angleterre était d'accord avec la question. Les Écossais étaient d'accord. Tout le monde était d'accord. Il y a eu un vote, puis le résultat est respecté. Ils feront peut-être un autre référendum un jour. Puis il y aura peut-être encore une question claire. Je l'espère pour eux. Les indépendantistes albertains proposent une question très claire. Est-ce que vous voulez que l'Alberta soit un pays indépendant et ne soit plus une province du Canada? C'est clair. Qu'est-ce qui je suis content de vous avoir devant moi parce qu'il y a des mots qui sortent souvent dans la bouche des fédéralistes, puis vous venez de les sortir, puis c'est pas un reproche que je vous fais, je vais juste vous demander de les expliquer. Extrême, radical, divisif, pour désigner le projet souverainiste. Moi, je suis souverainiste, puis j'ai l'impression que, par exemple, sur la question de la division, ben, le projet d'un pays, c'est d'unir. J'ai pas dit que le projet indépendantiste était divisif, j'ai dit qu'un référentum, c'était un exercice divisif. C'est exact. Mais bon, on s'entend que la nuance est... Non, mais la nuance, je veux dire, vous faites des balados pleins de nuances. Alors, je respecte ça. Je trouve que c'est extrêmement utile comme exercice. Oui, mais c'est juste que qu'est-ce que ça change, en fait, dans ce que je viens de dire? Parce fait que c'était le référendum et non le pays du Québec, l'indépendance. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les gens qui prônent l'indépendance du Québec. Ils veulent le meilleur intérêt du Québec. Et j'ai toujours dit, contrairement à d'autres peut-être qui partagent mon option, que la souveraineté du Québec sera toujours une option pour les Québécois parce qu'ils savent que c'est une possibilité. Ils ont cette possibilité-là quelque part et que si à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, ils sont plus heureux au Canada ou que le Canada ne fait plus leur affaire ou je ne sais trop, ils ont cette option-là dans leur poche qui est une possibilité. Moi, les gens qui disaient que l'indépendance était morte et enterrée, j'ai jamais cru ça. C'est toujours une option qui est là et qui est une option qui a été défendue par des gens remarquables, des gens brillants. Alors, j'ai beaucoup de respect pour cette option-là. Je ne la partage pas, mais j'ai du respect pour cette option-là et pour les gens qui la défendent. Mais un référendum, par exemple, c'est un exercice extrêmement difficile. Et pour une population relativement petite démographiquement que le Québec, quand on dit, les gens rigolent un peu quand on dit ça, mais quand on dit que ça divise les familles, c'est vrai, c'est ça qui est arrivé en 80 puis en 95 aussi. Donc, c'est pas un exercice facile. S'il faut le faire, je veux dire, comme je vous dis, moi, je respecte le choix des Québécois. Si les Québécois choisissent d'élire un gouvernement du Parti québécois avec un mandat majoritaire pour tenir un référendum sur l'indépendance, ben, c'est les Québécois qui vont décider. S'ils veulent faire ça, ils le feront. Mais je dis juste que c'est pas un exercice facile, c'est pas banal et que les conséquences d'un vote dans un sens ou dans l'autre sont importantes. Donc, il faut y réfléchir à deux fois. Quand je dis le mot radical, je ne dis pas que le projet souverainiste en général est radical, mais je dis que la façon dont il est présenté par Plamondon, par M. Plamondon, elle est radicale parce que c'est une rupture radicale avec le reste du Canada. C'est pas juste de dire on va renégocier. C'est une rupture. C'est une rupture. Ben oui, mais une rupture, c'est radical. OK, d'accord. Parce que, je veux dire, ce pays-là existe depuis 158 ans. Là, et il s'est bâti énormément de choses durant cette période-là. Des choses moins agréables pour nous, mais des choses qui sont très utiles pour nous aussi. Et en bout de ligne, quand tu décides que tu mets ça de côté complètement, c'est une rupture, c'est radical. Les Québécois décident ça, c'est parfait. En autant que le projet soit clairement exposé, moi, les gens décideront. Vous avez parlé de la pensée indépendantiste. Vous avez dit qu'il y a eu des grands porte-parole de cette pensée-là. Vous avez parlé de Lévesque, vous avez parlé de Bouchard. Il a fallu que j'emmène Jacques Parizeau à la table. À qui vous pensez quand vous pensez à ce mouvement-là, à cette pensée-là avec nostalgie? De qui vous vous ennuyez? Dans le mouvement indépendantiste, vous voulez dire? Ben, moi, c'est sûr que je dirais une affection particulière pour M. Lévesque parce que en 1980, j'étais assez jeune, mais je l'ai quand même rencontré à plusieurs reprises comme jeune journaliste. C'était quelqu'un qui venait du milieu du journalisme. C'était quelqu'un de très attachant. Quand j'étais jeune journaliste, en 1980, on couvrait la campagne référendaire, puis un soir, on se trouvait à écouter Pierre-Éliott Trudeau, puis le lendemain, on écoutait René Lévesque. Puis honnêtement, il y a des gens qui étaient déjà commis dans un camp ou dans l'autre,
Mais pour beaucoup de gens, c'était un peu, tu disais, quand Trudeau parlait, tu disais, non, il a peut-être raison. Puis le lendemain, tu écoutais René Lévesque. C'était deux penseurs. C'était deux personnes très fortes, deux personnalités fortes avec des convictions qu'on pouvait apprécier ou non, mais c'était des gens qui étaient en politique pour servir leurs idées et non pas des gens qui étaient en politique pour faire de la politique. Je pense pas que ça a été le premier choix ou de M. Trudeau ou de M. Lévesque de faire de la politique comme carrière. Ils étaient là pour défendre leur vision du Québec, du Canada et tout. Et donc, moi, c'est sûr que je suis nostalgique de cette époque-là, mais je fais mon âge, j'essaie de ne pas être trop... mais c'était, je pense, une grande époque pour le Québec comme pour le Canada. C'était une période de transformation profonde dans le monde, d'ailleurs, les années 60, 70, début des années 80. Et donc, c'était une période très forte. Mais j'ai couvert aussi la conférence constitutionnelle de 1981 quand le gouvernement fédéral et les 9 provinces se sont entendus sur une entente constitutionnelle sans l'accord du Québec. Dans le dos du Québec. Dans le dos du Québec, si vous voulez, mais je pense qu'il ne faut pas être naïf non plus. Là, je ne pense pas qu'on pouvait s'attendre à ce que le gouvernement Lévesque signe une entente renouvelant la Constitution du Canada. Mais au-delà de ça, moi, j'étais profondément peiné parce que je trouvais que bâtir un pays sans l'accord du Québec, ça n'avait aucun sens. Mais en même temps, comme je dis, il ne faut pas être naïf non plus puis s'imaginer que M. Lévesque et son équipe étaient là pour renouveler le Canada. Là, c'était bien évident que c'était pas ça. C'était quand même déplacé avec une délégation pour... Il n'était pas pour ne pas participer aux négociations. Ça aurait eu l'air un peu... Mais il n'y avait donc aucune intention de son côté, à votre avis, de mener à terme cet exercice? Je ne suis pas dans la pensée de M. Lévesque, alors je ne lui prêterai pas d'intention, mais je pense que si vous êtes indépendantiste convaincu et qu'à un moment donné arrive un projet qui vous dit voici, on va renouveler le Canada, puis ça va sauver le Canada pour les 100 prochaines années, pas sûr que vous êtes porté à signer ça trop. C'est sûr, mais sauf que quand on connaît bien et moi non plus, j'ai pas accès à la pensée de René Lévesque, par contre, j'ai suffisamment lu sur les grandes étapes de son intellect, puis après le référendum de 80, il y a une descente là, qui s'amorce. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous l'admirez tant, parce que Jacques Parizeau, c'est l'homme qui, lorsqu'il est devenu indépendantiste, n'a jamais changé d'avis. Et sur sa tombe, c'est écrit « N'ayez pas peur ». Parce qu'il s'adresse aux jeunes de mon âge qui, des fois, cherchent des repères et se rappellent qu'il ne faut pas avoir peur. Vous avez noté tantôt que vous admiriez Lucien Bouchard. Lui aussi, aujourd'hui, il est dans le doute. René Lévesque était dans le doute. Après 82, il a choisi le beau risque. Est-ce que les figures que les fédéralistes, les figures du mouvement indépendantiste que les fédéralistes respectent, ce sont les figures du doute? Non, parce que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Jacques Parizeau. Je veux dire, c'est un homme d'une intelligence supérieure qui, par ailleurs, je le dis en passant, était très proche de mon père. Et donc, c'est un homme remarquable qui a fait des choses remarquables pour le Québec, mais je ne partageais pas du tout sa vision du Québec. Et maintenant, au-delà des... Tu sais, moi, je ne parle pas au nom des fédéralistes, mais je peux parler en mon nom à Bien moi. sûr. Malgré l'impression que je peux donner parfois, moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Alors, je me reconnais dans les gens qui doutent beaucoup. Je trouve ça, comment je dirais, rafraîchissant, les gens qui doutent. Et je trouve que dans notre époque aujourd'hui, où il y a beaucoup de polarisation, je déteste pas que des gens me disent « ben moi, je suis pas sûr de cette affaire-là. Je vais fouiller un peu davantage. Je suis fédéraliste, mais j'ai des doutes sur telle affaire. Je suis souverainiste, mais telle affaire, ça mériterait d'être creusé. » Je reviens avec le livre que j'ai co-signé avec Joseph Facal. Dans l'échange qu'on faisait, il y avait du doute aussi. T'sais. Puis je veux dire, personne ne doutera que Joseph Facal est un indépendantiste convaincu, mais on partageait nos doutes aussi. Et ça existe, ça doit exister en politique, le doute. J'ai passé 3 ans au Sénat du Canada et il y avait, j'explique toujours qu'au Sénat, l'opposition, c'était le Parti conservateur. Et il y avait 2 groupes de sénateurs, sénatrices conservateurs. Il y avait les conservateurs nommés par Mulroney et les conservateurs nommés par M. Harper. Et les conservateurs nommés par M. Mulroney, quand tu avais un problème à un moment donné, tu pouvais t'asseoir avec ces gens-là puis discuter, puis trouver une voie de passage, même si tu étais en désaccord sur bien des affaires. Mais beaucoup des gens qui étaient nommés par M. Harper étaient des idéologues. Et pour ces gens-là, tu n'étais pas un adversaire, tu étais un ennemi. Tu ne parles pas à un ennemi.
Tu pactises pas avec un ennemi à moins d'être vraiment forcé à l'ultime limite. Et moi, la politique radicalement idéologique, je m'excuse, je reviens avec le mot radical, où les gens ne doutent pas et ne parlent pas à leurs ennemis, entre guillemets, c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'endroits dans le monde, notamment aux États-Unis. Je n'aime pas cette politique-là. Je trouve que ça mène nulle part, que ça aussi, c'est très divisif. On le voit avec ce qui se passe aux États-Unis. Les gens n'osent même plus de parler de politique autour de la table tellement ils ont peur que les émotions prennent le dessus rapidement. Je trouve que c'est malsain. Et c'est d'autant plus malsain quand on est une société de taille modeste comme la nôtre, où beaucoup de gens se connaissent, où on est proches les uns des autres. C'est pas sain de ne pas avoir de doute. C'est pas sain ce qui t'empêche pas en bout de ligne de prendre des positions claires sur toutes sortes d'enjeux, mais c'est pas mauvais de douter, me semble-t-il. Comme la nuance, c'est pas une mauvaise chose non plus. Non, tout à fait. Puis c'est pas moi qui vais vous obstiner là-dessus. Je pense que c'est important. Effectivement, c'est juste que des fois, je trouve qu'il y a, et je pense pas que c'est chez vous. Et j'aurais, je pense, j'allais dire le courage, mais probablement l'impolitesse de vous le dire si je le pensais, parce que je tourne pas en rond quand je fais face à mes invités. Mais je trouve des fois que chez certains fédéralistes, j'en ai reçu ici, on est nostalgique des personnages souverainistes qui ont douté. Et parce que ceux qui n'ont pas douté nous font peur et ont été plus proches d'ailleurs de faire l'indépendance. Donc, on préfère les voir comme des ennemis, les présenter comme des ennemis. Et les souverainistes, finalement, se font attitrer des figures qui ont été celles du doute. Lucien Bouchard, René Lévesque, c'est des figures. Et en passant, j'ai un énorme respect pour chacun de ces deux hommes-là. Mais voyez, Jacques Parizeau, vous venez d'en parler, vous dites intelligence supérieure était proche de mon père. Et là, vous me parlez plutôt dans l'entrevue de quelques mots dans un discours. Et c'est ce que c'est là qu'est partie votre mésentente avec lui. Il y a toute une œuvre avant. Jacques Parizeau, il arrive dans la fonction publique en 1960 sous Jean Lesage. Je vous ai dit ça il y a 2 minutes, là, que M. Parizeau a réalisé des choses extraordinaires pour le Québec. Mais quand arrivent les moments cruciaux de l'histoire, on a une responsabilité face à l'histoire. Et les mots ont un poids, les mots ont une importance. Quand, en 1980, René Lévesque, tout aussi déçu que M. Parizeau, sûrement, en 1995, perd le référendum, il trouve les mots, les paroles rassembleuses pour faire en sorte que les gens ne perdent pas leur idéal, des souverainistes ne perdent pas leur idéal, mais en même temps que les choses soient adoucies. Et, puisqu'on parle de ça, le même soir, M. Ryan, qui est le chef du camp du non, lui a un langage très divisif. Il est très hargneux dans son discours. Et moi, j'ai trouvé ça, puis je suis un admirateur de Claude Ryan, mais j'ai trouvé ça triste. C'était pas la bonne occasion. Donc, quand arrivent des occasions importantes, les mots comptent. Et M. Parizeau, ce qu'il a dit malheureusement ce soir-là, puis sûrement que la déception était très grande, surtout que la victoire semblait à portée de la main à un certain moment, mais pour moi, ça n'excuse pas ce qui, pour moi, est une erreur historique qui a beaucoup nuit au PQ, d'ailleurs. Ah, ça, il n'y a aucun doute. Est-ce que le procès qui lui a été fait est juste, alors? Ben, écoutez, est-ce que le procès qui a été fait est juste? Ben, si vous n'aimez pas le mot procès, je peux en trouver un autre. Là, non, mais je veux dire, ce que je veux dire, parce qu'il porte une responsabilité historique, ça n'efface pas ses réalisations, mais de la même façon que, prenons les choses de l'autre côté complètement, je veux dire, Pierre-Éliott Trudeau a fait des choses exceptionnelles, mais il a commis des erreurs. Moi, je pense que, par exemple, quand il s'est opposé à l'accord du Lac-Meach, cautionnant tous les opposants du Canada anglais à l'accord du Lac-Meach, c'était une erreur monumentale qui a fait un tort considérable au Canada. Ça fait partie du legs de Pierre-Éliott Trudeau. Il a fait des grandes choses, mais il a commis des erreurs graves et je pense que son opposition à l'accord du Lac-Meach est une erreur grave aussi. Alors, ça fait partie du bilan des personnages historiques. De la même façon que je ne crois pas qu'on doit aujourd'hui effacer un personnage de notre histoire parce qu'il a commis, il ou elle a commis une erreur à un moment donné. C'est la même chose pour Jacques Parizeau. Ça n'efface pas ses grandes réalisations, mais ce soir-là, il a commis une grave erreur. Ben d'ailleurs, c'est ce qui distingue, ça serait un tout autre sujet, mais le Québec du Canada, au Canada, il n'y a pas de problème à ce que la statue de Johnny MacDonald, à part quelques tribuns dans le National Post qui s'y opposent, il n'y a pas de problème à ce qu'on salisse sa statue, mais bonne chance pour
aux Vandales s'ils veulent s'attaquer à la statue d'un Maurice Duplessis ou d'un Jacques Parizeau à l'Assemblée nationale. Ils vont être attendus avec une brique et un fanal. C'est le rapport à l'histoire et à la culture qui est totalement différent entre le Québec et le Canada. Mais je l'ai dit, ce serait un tout autre sujet. Tout à fait. Qu'est-ce qui serait arrivé si le oui l'avait emporté le soir du 30 octobre 1995? Quelle aurait été la réaction du Canada, du fédéral? Je sais qu'on est dans la spéculation, mais on se pose souvent cette question-là. On se la pose même de plus en plus depuis que le référendum pointe à l'horizon, que ça semble être une manœuvre que le PQ va à nouveau privilégier s'il l'emporte en octobre 2026. Il y a des gens qui disent ça donne rien parce que ça n'a pas de valeur légale. Le Canada peut dépêcher l'armée. C'est quoi le scénario le plus plausible? Je ne pense pas que l'armée soit le scénario le plus plausible, honnêtement. Je mets tout sur la table, comme ça, vous pigez, vous prenez ce que vous voulez. Oui, non. On ne se connaît pas encore. Je pense que, je reviens à ce que je disais tantôt, ça dépend des circonstances aussi. Si la question est claire et que les gens s'expriment clairement sur une question claire et que le gouvernement du Canada a participé à la campagne en acceptant les règles du jeu, il serait bien malvenu de dire ensuite, mais là, ça ne compte plus finalement, c'est juste consultatif, ça n'a plus de valeur. Mais si la question est arabiscotée et puis que c'est pas clair, même pour les gens qui ont voté puis qui ont participé exactement à ce qu'ils voulaient, ben on va être dans la confusion. Mais je veux pas aller plus loin parce que là, on va dire, ben là, tu fais une campagne de peur. Je veux pas faire de campagne de peur, mais je pense que c'est à l'avantage de tout le monde que les choses soient claires. Et le Canada, si les choses sont claires et que les Québécois disent oui à l'indépendance, il va y avoir une grande déception au Canada et probablement pas mal de colère. Est-ce que le gouvernement fédéral va envoyer l'armée? Je suis convaincu que non. Mais il va y avoir de la colère. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir des négociations entre le Québec et le Canada? Est-ce qu'il y a cette volonté-là d'avoir des négociations? Il va falloir qu'il y en ait à un moment donné là, pour détricoter tout ce qui a été tricoté sur 158 ans. Mais ces négociations-là ne seront pas faciles parce que le Canada va être furieux. Mais au-delà de ça, on ne peut rien dire. Furieux. Mais quand même, absolument. Il n'y a aucun doute. Mais la fureur peut expliquer et excuser un tas de choses. Oui, non, mais le Canada est un pays démocratique, puis je ne pense pas qu'ils essaieraient d'imposer leur point de vue par voie armée à un Québec qui veut être indépendant. Mais les gens seraient furieux, déçus et très furieux et très tristes. Et on le voit avec Donald Trump ces temps-ci, la réaction des Canadiens de toute provenance et de toute région qui sont différents sur bien des points de vue, mais qui là-dessus s'entendent, ils veulent défendre le Canada. Et il y aurait un phénomène similaire si le Québec décidait de se séparer. Les Canadiens des autres régions voudraient défendre le Canada et voudraient défendre les intérêts du Canada. Et ça rendrait pas les choses faciles. Maintenant, à chaque fois qu'on soulève ces questions-là, on nous dit campagne de peur. Non, mais c'est pas une campagne de peur, c'est la réalité. Moi, j'en connais pas mal de Canadiens des autres régions du pays, puis je pense que j'ai une bonne idée de comment ils réagiraient. Maintenant, encore une fois, si en toute connaissance de cause, les Québécois décident ça, ils seraient furieux. Ben, au début, ils ne voudraient pas négocier. Puis après un certain temps, ils diraient, bon, OK, on n'a pas le choix, on va négocier, mais tiens-toi bien, par exemple. Parce que là, tu penses que tu peux avoir tel pourcentage, puis prendre seulement tel pourcentage de la dette, puis tu penses, non, mon vieux, là, ça va être les intérêts du Canada, plus de compromis à faire avec le Québec. Alors, combien de temps vont durer ces négociations-là? Je ne sais pas. On a l'exemple du Brexit en Europe. Ça a été très long, ça a été très pénible. Est-ce que ça irait mieux que ça ici? Peut-être. Mais je dis juste qu'il ne faut pas sous-estimer que les Canadiens des autres régions sont attachés au Canada comme entité, pas comme 2-3 morceaux séparés. Et même en Alberta actuellement, là, tout le monde parle du mouvement indépendantiste albertain, mais quand il y a des sondages, on voit bien que la grande majorité des Albertains veulent rester au Canada. Bien sûr. Ils sont choqués contre Ottawa, puis ils veulent telle affaire, mais en définitive, il reste des Canadiens. Les gens de Terre-Neuve qui ont une culture régionale extrêmement forte et qui sont les derniers à être venus dans la Confédération canadienne, ils sont Canadiens. Et ces gens-là ne laisseront pas ce pays-là se démanteler sans réagir. Ils ne réagiront pas en envoyant l'armée, j'en suis absolument convaincu, mais ils vont réagir en négociant dur. Ça ne sera pas facile. Puis le raisonnement que M. Parizeau faisait notamment, le raisonnement de M. Parizeau, c'était de dire, oui, mais ils vont regarder leurs intérêts, puis la balance des paiements, puis la balance commerciale, puis c'est ça qui va. C'est comme si les Canadiens des autres régions n'avaient pas d'émotions, eux aussi. Or, ils en ont des émotions. Puis ils sont attachés à leur pays.
Puis si le Québec décide de s'en aller, ben ça va être dur à la table de négociation. En définitive, je dis ça à des amis indépendantistes qui me disent, ben oui, ça va être dur aux négociations, mais en bout de ligne, on pense qu'on va être mieux pareil. Parfait. Les Québécois décideront. Mais vous savez, c'est intéressant parce que vous dites ils ont des émotions, c'est pas juste une question comptable. Ça fait longtemps, j'ai entendu un fédéraliste me vendre le Canada ou enfin l'idée que le Québec reste à l'intérieur du Canada pour des raisons qui étaient autres que comptables, pour des raisons qui flirtaient avec la culture, l'histoire, des mœurs que nous partagerions. Je dis pas qu'il n'y en a pas, c'est juste que j'entends pas ce discours-là. Puis, on pourrait même revenir à la première question que je vous ai posée parce que j'avais reçu Charles Milliard, moi, à ce balado-là. Puis, il m'avait dit, Rémi, t'es souverainiste, je suis fédéraliste. Il dit, toi, il y a quelque chose qui t'excite dans la vie. Il y a quelque chose qui te fait triper. Puis, il y a quelque chose à quoi tu rêves. Nous, il n'y a rien. Nous, c'est on fait juste dire aux souverainistes que le ciel va leur tomber sur la tête s'ils choisissent le Québec. Puis nous, il faudrait qu'on développe ça dans notre culture et dans notre discours. Et Charles Milliard n'a pas remporté la course. Laissons de côté la course. Mais quand vous dites, et vous m'avez pointé du doigt, ça m'a fait plaisir parce que vous avez dit Jacques Parizeau, vous m'avez pointé comme ça. C'est sûr qu'il y a des compliments qu'on accepte avec joie. Jacques Parizeau, il avait compris ça aussi, que dans le discours fédéraliste, c'était essentiellement économique et comptable. Donc, pour lui, ce serait ça quand le Québec s'en irait. Parce qu'on ne pourrait quand même pas dire aux Québécois « We're gonna miss you ». Pouvez-vous nous le dire en français? « On va s'ennuyer de vous ». Tu sais, il y avait pas ça. La façon dont vous dites ça, c'est extrêmement méprisant. Là. Comme si tous les Canadiens anglais parlaient hyper mal français, puis tout ça. La majeure partie, oui. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas français, mais il y en a beaucoup qui parlent français. C'est Statistique Canada est peut-être méprisant pour vous, là, mais Statistique Canada, c'est une langue qui est complètement en déclin. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a appris tardivement le français, 30% de francophones au Nouveau-Brunswick. Tous les programmes universitaires dans les universités francophones de l'Ontario sont des programmes désuets. Il n'y a rien en médecine, en ingénierie, en droit. Sont les plus populaires qu'ils n'ont jamais été au Canada anglais. Non, mais encore une fois, moi, je vais vous dire pourquoi... C'est pas Jojo être un francophone au Canada, là. Non, ça n'a jamais été Jojo. Bon. Puis, il n'y a rien de méprisant là-dedans. Là. Non, mais la façon dont vous décriviez les Canadiens anglais, mais peu importe. Au-delà de ça, moi, je vais vous dire pourquoi je crois au Canada. Je crois au fédéralisme. OK? Pourquoi? Parce que je suis libéral au sens philosophique du terme. Et je pense que les peuples doivent s'entendre entre eux. On a le devoir moral de s'entendre entre nous. Et je pense que le système fédéral est la meilleure façon pour les peuples de s'entendre entre eux. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le système fédéral? C'est des gens qui se mettent ensemble de cultures, de régions, de religions différentes pour atteindre des objectifs communs. Qu'est-ce que c'était au début de la Confédération, ces objectifs-là? Ils étaient militaires et économiques. Ça reste le cas. Oui, l'économie est une donnée extrêmement importante. Le Canada, c'est un marché commun, c'est une donnée super importante. Mais moi, je crois que les peuples ont avantage à travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Le fédéralisme permet à chacun de garder sa différence, sa façon d'être différente, comme le Québec le fait, il le fait très bien depuis longtemps, tout en partageant des choses en commun avec les restes des Canadiens. Ça ne veut pas dire qu'on s'entend sur tout. Et le défi, le standard d'un régime fédéral, c'est pas qu'il n'y a jamais de tension. Au contraire, il va toujours avoir des tensions. On n'est pas pareil. On est des régions, on est un grand pays, on a des langues, des cultures, des origines différentes. Il va toujours y avoir... Il y en a à l'intérieur du Québec, des tensions entre les régions. Montréal, la Gaspésie, c'est pas pareil. Donc, il va y en avoir des tensions. Le défi, c'est comment est-ce que tu règles ces tensions-là? Est-ce que tu le fais de façon pacifique ou non pacifique? Est-ce que tu le fais de façon productive ou non productive? Moi, je pense que quand on fait le bilan, le système fédéral canadien a bien servi le Québec. Mais on peut faire un autre bilan. Mm-hmm. Mais moi, j'y crois. Je pense que pour moi, le fédéralisme, c'est bien plus qu'un marché commun. C'est une question de valeurs profondes. Est-ce que tu veux que les gens qui ont certaines valeurs communes, mais des différences importantes, puissent travailler ensemble ou non? Mais ce sont quoi ces valeurs-là communes que nous avons avec le Canada? La démocratie. Okay. Ben, c'est pas toutes nos institutions parlementaires viennent du même endroit et fonctionnent de la même façon. C'est quand même pas rien. C'est un héritage britannique, effectivement. Bon, ben, je veux dire, on partage ça. Quand un Québécois s'en va au Parlement fédéral, il n'est pas complètement dépaysé. Ça fonctionne de la même façon. C'est basé sur les mêmes principes. Attends, je vais reformuler ma question. Qu'est-ce que les Québécois ont choisi, parce que la conquête n'est pas un choix, qu'est-ce que les Québécois ont choisi
et qu'ils partagent avec le Canada. Vous m'avez parlé de démocratie. Il y a quand même à peu près 150 États démocratiques dans le monde, là, puis il y en a peut-être un peu plus ou un peu moins. Ça ne m'apparaît pas méga unique, mais je vous laisse aller. Ben, vous parlez de valeurs méga uniques. On dit souvent au Québec que l'égalité des hommes et des femmes est une valeur profondément québécoise. Je connais bien des pays où l'égalité des hommes et des femmes est une valeur. Mais vous avez raison. Pour moi, ça me fait toujours un peu sourciller quand j'entends ça. Alors, tout ce que je dis, moi, c'est que, puis d'ailleurs, il y a des sondages qui l'ont montré, sur beaucoup de questions, on partage des valeurs, on partage une façon de voir la société, la règle de droit, la démocratie parlementaire. Je pense que c'est la justice sociale. On a travaillé, et le fédéral et les provinces, sur des programmes sociaux avancés. L'assurance maladie, ça ne vient pas du Québec, ça vient de la Saskatchewan. Ouais. Bon, en tout cas, bref, on a partagé beaucoup de choses sur 158 ans d'histoire. Mais on peut faire un bilan en bout de ligne puis dire on est mieux de ne pas partager avec nos compatriotes canadiens des autres régions et on aime mieux faire notre petite affaire tout seul. Puis moi, ma réponse à ça, c'est de dire oui, OK, peut-être, mais on ne pourra pas faire notre petite affaire tout seul. Il va falloir qu'on ait une association quelconque avec le Canada pour au moins maintenir un espace économique commun. Alors, la plupart de mes amis souverainistes disent oui, c'est vrai, on va négocier une entente qui va être plus avantageuse que celle qu'on a actuellement. Ce à quoi ma réponse est qu'en savez-vous? Comment est-ce qu'on sait l'entente actuellement, là? On connaît ses avantages, on connaît ses inconvénients. Puis dans l'ensemble, jusqu'ici, les Québécois ont tracé un bilan positif de cette entente-là. Il y a des avantages, il y a des plus, il y a des actifs, il y a des passifs. Mais en général, la plupart des Québécois ont tiré un bilan positif de ça. Qu'est-ce qu'on sait de la future association? C'est vrai qu'on ne sait pas, et c'est vrai qu'on est devant un vide, mais que répondez-vous à ceux qui disent qu'après ces 158 ans-là, à ne pas partager des valeurs aussi importantes que celles consistantes à défendre le français, par exemple, des valeurs qui sont peut-être nouvelles pour vous, mais qui sont quand même celles qui, valeurs, combat sur l'immigration, par exemple, la vision du Québec versus celle du Canada anglais n'est pas du tout la même. Je vous ai parlé du sort des francophones, je vous ai parlé de laïcité, je pourrais vous parler de lois qui sont votées démocratiquement par l'Assemblée nationale et qui sont menacées d'être déboutées en Cour suprême. Vous parlez de tout ça, excusez-moi, là, mais vous parlez de tout ça comme si c'était... comme si on vivait dans un système étranger. Là. Le système de droit du Québec, la Charte des droits et de la personne du Québec et la Charte canadienne sont presque pareilles. Il y en a une des deux qui est ratifiée dans une constitution qui n'a pas été signée, par contre. Je veux bien croire, mais... il ne faut pas le croire, il faut le savoir, il faut juste le reconnaître. Vous pensez que je ne sais pas? Non, mais c'est juste que c'est pas... Alors, on lance pas ça dans les airs, c'est un détail. C'est pas un détail. C'est pas du tout un détail. C'est pas un détail, mais ce que je dis, c'est que quand on lit les questions de liberté fondamentale, comme la liberté de la religion, la Charte québécoise défend cette liberté-là tout autant que la Charte canadienne. Alors, quand on dit, par exemple, la loi 21, ça va être épouvantable, elle va peut-être être déboutée en Cour suprême, d'abord, attendons de voir le jugement. La loi 21, c'est la loi sur la laïcité, là, qui interdit le port des signes religieux par un certain nombre d'employés de l'État. Bon, bien, cette loi-là est contestée en vertu de la Charte canadienne et de la Charte québécoise. Charte québécoise qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en 1975. Alors, c'est pas comme si là, la Charte canadienne était tombée comme une chape de plomb sur le Québec puis qu'on n'avait aucune idée de quoi il s'agissait. D'ailleurs, tous les sondages montrent que les Québécois sont favorables à la Charte canadienne et à la Charte québécoise. Alors, voilà d'autres valeurs qu'on partage. Le respect des libertés, du droit à la libre expression, la liberté de religion. Alors, on verra en bout de ligne comment les tribunaux vont décider, mais c'est pas juste des choses qui nous tombent dessus comme si c'était un système étranger. Vous avez raison. De toute façon, regardez, je vais avoir l'honnêteté de le reconnaître. Là, la Charte québécoise ressemble beaucoup à la Charte canadienne. Et vous avez raison de rappeler que c'est... Et savez-vous pourquoi elle se ressemble? Parce que la Charte canadienne a été inspirée par la Charte québécoise. De la même façon que notre régime d'assurance maladie a été inspiré par le régime de la Saskatchewan. Et c'est ça que ça veut dire, quand on dit qu'on partage des choses, ça veut dire qu'un côté inspire l'autre, qui inspire l'autre, qui inspire l'autre. Quand j'étais au Sénat, j'ai travaillé avec des gens de toutes les origines, de toutes les cultures, des sénateurs, sénatrices autochtones, des gens qui venaient du milieu des arts, du milieu économique, des gens de la Saskatchewan, des gens des territoires du Nord-Ouest, partout. C'est pas facile. C'est vraiment difficile parce que c'est des gens qui, souvent, ne partagent pas du tout votre vision de voir les choses. Alors, vous, votre proposition, c'est de dire, comme
ils sont différents de nous, on va se séparer. Moi, ma vision, c'est comme ils sont différents de nous, on a le devoir d'essayer de s'entendre. Si en bout de ligne, on ne réussit pas à s'entendre, puis que le résultat, c'est un système qui est dysfonctionnel puis qui est épouvantable pour le Québec, bien, séparons-nous. Mais si vous me permettez, puis je sais que vous n'avez pas fait exprès de désigner ce que moi, ce qui était ma vision à ma place, mais moi, j'aime pas le mot séparer, là, premièrement. Puis ça aussi, c'est un mot qui appartient, à mon avis, au jargon de la peur fédéraliste, parce que la séparation, c'est la séparation, oui, d'un pays, d'une société d'une autre, mais c'est aussi l'idée de s'unir. Donc moi, en fait, mon problème, c'est pas tellement d'être tanné de me chicaner avec les Saskatchewanais, là. Mon problème, c'est que probablement que je ne rencontrerai jamais un Saskatchewanais de toute ma vie. Et c'est pas un détail. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Québécois qui n'ont jamais rencontré un Saskatchewanais de toute leur vie. Et c'est pas un détail non plus. Nommez-moi plus d'un pays dans le monde, puis vous êtes intelligent, vous seriez sans doute capable de le faire, sauf que comprenez quand même l'esprit du défi que je vous lance. Nommez-moi plusieurs pays dans le monde où les gens ne se rencontrent pas comme ça. Puis c'est pas qu'une question géographique, c'est une question culturelle aussi. La raison pour laquelle je suis souverainiste, c'est que je préfère m'unir avec des gens qui me ressemblent plus que de me chicaner avec des gens qui me ressemblent beaucoup. Vous savez, je pense pas qu'on vient de deux mondes différents, hein, les Québécois et les Canadiens. C'est juste que vous misez beaucoup sur l'idée qu'on peut y arriver. Moi, je vous dis, c'est toujours compliqué, ou presque. Donc, oui, mais la vie politique est compliquée. Ouais, mais en Europe, c'est compliqué elle peut être aussi. plus simple. En Union européenne, c'est compliqué, pas à peu près. Elle peut normalement être plus simple. Puis vous avez raison, ça va toujours être de votre côté l'idée que c'est un mystère. Le projet souverainiste nous laisse devant un vide, c'est un mystère, il pourrait arriver le pire. Mais moi, logiquement, avec des gens avec des gens qui me comprennent parce qu'ils parlent ma langue, des gens qui s'entendent avec moi sur les questions d'identité, de laïcité. Attendez. Là. Des gens qui s'entendent avec moi sur la question de laïcité. Oui, c'est la majeure partie des Québécois. Oui, c'est une majorité, mais c'est pas tout le monde. Hein? Alors, de s'imaginer que dans un Québec indépendant, quand on va aborder les questions d'immigration, par exemple, prenons le cas de l'immigration, parce que vous l'avez mentionné tantôt. Bon, mais il y a beaucoup d'opinions différentes sur l'immigration, y compris chez les souverainistes. Hein? Oui. Tout le monde n'est pas d'accord à savoir est-ce qu'on devrait en avoir plus, moins, on devrait augmenter la capacité d'accueil, la diminuer, comment faire, qu'est-ce qu'on fait avec les demandeurs d'asile qui arrivent. Là, actuellement, le gouvernement du Québec, sa position, c'est de dire, il y en a plein de demandeurs d'asile, on va demander aux autres Canadiens d'en accepter plus qu'ils n'acceptent parce qu'on en accepte trop. OK? Le jour où on devient indépendant, pensez-vous qu'on est bien placé pour demander à l'Ontario d'accepter plus de demandeurs d'asile? La réponse, c'est non. Alors, ce que je vous dis, c'est que la vie politique, c'est compliqué, c'est difficile. Et même dans un Québec indépendant, tout le monde ne serait pas d'accord. Mais vous savez, M. Pratt, moi, l'immigration, la laïcité, toutes ces questions, l'identité, la langue, toutes ces questions-là. Puis le conflit que vous aviez évoqué tantôt entre les régions, moi, je l'imagine s'envenimer, ce conflit-là, entre Montréal, les régions, Montréal qui aurait voté non, probablement en plus, les régions, peut-être plus oui, en tout cas... que le ferait la Ville de Montréal. Il y aurait des tensions nouvelles, des tensions qui s'accentueraient, mais vous savez, vous connaissez la formule, la vraie formule à la base de celle de René Lévesque, le beau risque, ça vient d'un livre de François Hertel qui disait « Nous sommes rendus là, nous sommes rendus à prendre un beau risque ». Donc oui, là-dedans, il y a le mot « risque » auquel vous semblez attaché, mais il y a aussi le mot « beau ». Parce qu'à un moment donné, il faut sauter dans un vide que l'on connaît quand même mieux que vous semblez ne l'imaginer. C'est pas un mystère total qui attend les Québécois s'ils se disent oui. C'est quelques petits mystères, mais il y a quelque chose de beau qui les attend, à mon avis. Je veux vous interroger sur un métier que vous avez occupé et qui est très méconnu au Québec, peut-être même plus méconnu au Québec qu'il ne l'est au Canada anglais. Vous avez été sénateur. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça fait, ça, un sénateur? Ça fait la même chose que n'importe quel autre parlementaire. Vous savez, dans le système canadien, le Sénat a les mêmes pouvoirs que la Chambre des communes. Tout projet de loi, pour devenir une loi, doit être adopté à la fois par la Chambre des communes et par le Sénat. On avait la même chose au Québec jusqu'en 1968. Il y avait un conseil législatif qui jouait exactement le même rôle. C'est M. Bertrand, je pense, qui l'a aboli. Ouais. Alors, maintenant, donc, on fait la même chose. En principe, le rôle du Sénat est particulier dans la mesure où on doit défendre les intérêts des différentes régions du pays, alors qu'à la Chambre des communes, c'est le nombre qui compte. Au Sénat, les nombres sont égaux par région, donc les régions moins peuplées ont plus de pouvoir au Sénat qu'à la Chambre des communes. Et on a un devoir particulier de regarder les différents projets de loi à ce qui a trait à la protection des droits, des libertés, des minorités en particulier. Vous n'étiez pas payé à ronfler, défaisez le mythe.
Ben, pas moi, en tout cas. Non, mais je sais que ce mythe-là vient de l'histoire. Il fut un temps où, effectivement, c'était une sinécure d'être sénateur ou sénatrice. C'est plus le cas aujourd'hui. Je peux vous dire que les gens travaillent très fort. Moi, c'est pas le genre de choses que je voulais faire dans ma vie. Comment c'est arrivé? Qui vous a présenté cette offre-là? C'est Justin Trudeau. OK. Mais j'ai eu une conversation très brève avec M. Trudeau quand il m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait l'intention de me nommer au Sénat. En 2016, je pense? Oui, c'est ça, 2016. Et j'ai dit à M. Trudeau, je vais bien être sénateur indépendant, pas sénateur libéral. Il m'a dit oui. J'ai dit, donc, si je comprends bien, ça veut dire que je vais pouvoir voter selon mon âme et conscience sur tous les projets de loi. Il m'a dit oui. J'ai dit, parfait, dans ces conditions-là, j'accepte. Malheureusement, ce n'était pas la réalité tout à fait. Et ça, je pense que le gouvernement Trudeau avait l'intention de rendre le Sénat plus indépendant de la partisanerie, mais qu'avec le temps, il s'est vite rendu compte que c'était un peu trop compliqué, ça. Et que ça arrivait que le Sénat bloque ses projets de loi. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, à quelques reprises. Et ça ne faisait pas son affaire. Donc, graduellement, la pression sur les sénateurs, sénatrices dits indépendants est devenue extrêmement forte pour qu'ils votent toujours avec le gouvernement. Et de plus en plus, le gouvernement Trudeau a nommé des sénateurs, sénatrices libéraux, alors qu'au début, c'était vraiment des indépendants au sens... Chose que vous avez un peu reproché tantôt à Harper. Hein, vous disiez il y avait des idéologues plus que des sages. Oui, mais c'est une question d'attitude. C'est pas juste une question... La partisanerie, ça fait partie de la vie politique. Là, hein, bon, c'est un sport difficile, la politique, c'est dur. Puis la partisanerie, ça fait partie de l'esprit d'équipe, je dirais, de la politique. Mais il y a une différence quand même. Puis au Québec, on a toujours réussi à préserver cette différence-là. Même dans les périodes référendaires où c'était difficile, il est toujours resté une espèce de camaraderie malgré tout à travers l'adversité. Je veux dire, dans le milieu politique que j'ai beaucoup fréquenté, moi, j'ai beaucoup d'amis qui se sont battus pour la souveraineté avec toute leur énergie démocratique qu'ils pouvaient. Puis moi, j'étais de l'autre bord, puis on est restés amis, tu sais, et donc c'est faisable. Au niveau fédéral, il y a eu une nouvelle phase avec le gouvernement Harper qui, je pense, se poursuit avec M. Poilievre, d'une partisanerie qui est excessive, qui est radicale, pour répéter un mot que vous avez qui vous est cher. Et qui fait penser un peu à la partisanerie qu'on voit aux États-Unis maintenant, où les républicains acceptent n'importe quoi de ce que M. Trump peut faire ou dire, même s'ils sont profondément en désaccord, parce que c'est là le parti s'en va. Ce qui est une nouveauté aux États-Unis, hein, c'était pas du tout comme ça avant. Cette espèce de partisanerie quasiment en maladie. Mais les conservateurs du Canada, pensez-vous que ça a un peu rapport avec le fait que... Et ça, des fois, les gens qui connaissent mal l'histoire du Canada, ils sursautent quand je leur apprends ça, mais ils ont presque jamais été au pouvoir. Là. Enfin, j'exagère. Ils ont été peut-être le tiers du temps au pouvoir, ce qui n'est pas beaucoup. Là. Donc, on développe peut-être un semblant de frustration, d'autant plus qu'on passe près de gagner le vote populaire des fois. Oui, mais à l'époque de Brian Mulroney, cette frustration-là existait encore plus, peut-être, parce ça faisait vraiment longtemps que les libéraux étaient au pouvoir. Puis ça n'a jamais été l'approche de M. Mulroney. Il était très partisan. Les conservateurs avant Mulroney aussi. Oui, je comprends. Puis vous ne les nommez pas, ceux-là. Donc, est-ce que Mulroney est une parenthèse de l'histoire du Parti conservateur? Non, je pense pas, mais je pense qu'il a réussi quelque chose qui n'avait pas été souvent réussi. Il a fait comprendre aux conservateurs que s'ils voulaient gagner, il fallait qu'il y ait l'appui du Québec. Que sinon, leur chance de gagner était minuscule. Harper a réussi à gagner sans le Québec, mais moi, je pense que c'est une exception, ça n'arrivera pas souvent. Le Québec compte encore pour beaucoup, malgré les défis démographiques qui sont les nôtres. Et donc, M. Mulroney avait réussi cette grande alliance-là entre des gens de l'Ouest canadien puis des nationalistes du Québec, le beau risque, pour utiliser votre expression et celle de M. Lévesque. Mais M. Mulroney était un homme extrêmement partisan. Hein? C'était vraiment un conservateur depuis sa tendre jeunesse. C'était un grand amateur de John Diefenbaker, etc. Mais il n'y avait pas de hargne dans sa partisanerie. Et c'est ça qui s'est ajouté maintenant. Puis je ne pense pas que c'est une question de, entre guillemets, frustration parce qu'ils n'ont pas été au pouvoir. Je pense qu'ils ont vu la méthode Trump et ils se sont dit, ça marche là-bas, peut-être ça va marcher ici. Puis les circonstances ont fait que ça n'a pas marché, mais on n'est peut-être pas passé bien loin que ça marche. Oui, mais en tout cas, il n'y a rien effectivement, pour Poilievre, le lien avec Trump est faisable, mais pas avec Harper. Donc, parce que Harper était là avant Trump. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai invité? J'en ai aucune idée. Je vous ai invité parce que à tous les matins, quand je me réveille, j'ai déjà beaucoup de courriels dans ma boîte de réception et la plupart viennent de ma mère qui fait une revue de presse de la presse. Et
Elle a toujours lu la presse. On recevait la presse papier à la maison. J'avais le mandat d'aller me mouiller ou d'aller me frigorifier, ne serait-ce que l'instant de prendre le journal et de le ramener dans la maison. D'ailleurs, j'ai une grande nostalgie de cette période-là. Je suis chanceux de l'avoir vécu. Vous aussi, cela va sans dire. Vous l'avez vécu. Ma mère vous lisait beaucoup. Elle vous lit encore lorsque il vous arrive de publier un texte en français dans le Journal de Montréal ou dans la presse. Et à un moment donné, elle m'a dit, il fait un doctorat en histoire. C'est écrit André Pratt, doctorant en histoire à l'UQAM. Il faut absolument que tu le reçoives parce que j'ai une maîtrise en histoire à l'UQAM. Je fais un doctorat en ce moment à l'UQAM, pas en histoire, mais en sociologie. Vous faites votre doctorat sur quoi? Ben, on est en train de définir ça. J'ai commencé il y a quelques mois. Là. Travailler avec qui? Donc, c'est tout nouveau, avec Stéphane Savard. Stéphane Savard. Oui. Et donc, je n'ai pas commencé ma scolarité. Je commence la scolarité au mois de septembre. Vous allez devoir prendre des séminaires de... Absolument. Absolument. Je dois dire que je suis un peu craintif, là, honnêtement, mais en tout cas, on verra, là, parce que c'est sûr que je veux me retrouver avec des gens qui vont me trouver pas mal vieillot, mais en tout cas. Mais ça va beaucoup porter sur, en tout cas, je pense, pour l'instant, je m'oriente beaucoup sur la période des années 1930, donc la grande crise économique après le crash de 1929. Et c'est une période où le libéralisme, ça ne vous étonnera pas que je m'intéresse à l'histoire du libéralisme, le libéralisme économique en particulier est en période de grands troubles et changements parce que les libéraux étaient toujours les apôtres du laisser-faire économique, laissons faire les cycles économiques, puis les choses vont se rétablir à un moment donné. Mais là arrive la crise de 29 et partout dans le monde, les pays capitalistes se retrouvent dans une situation où là, ils ne peuvent pas laisser faire parce que c'est tellement catastrophique puis il ne se passe rien. Les beaux jours ne reviennent pas. Au contraire, c'est de pire en pire. Et arrive un économiste britannique très connu, John Maynard Keynes, qui lui dit non. En période de récession profonde, les gouvernements, les États doivent investir, dépenser, même si ça les met en position déficitaire, parce que c'est la chose à faire pour régler les problèmes sociaux. Puis quand les jours plus beaux reviendront, bon. Mais ce qui est le questionnement, la chose sur laquelle je m'interroge, c'est quelle est l'influence de ce grand débat-là qui a lieu en Angleterre, aux États-Unis, le New Deal de Roosevelt et tout. Quelle est l'influence de ça sur le Québec? Parce que le Québec subit la crise aussi des années 30 extrêmement durement. Le gouvernement qui est au pouvoir à ce moment-là, c'est le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau, qui est un gouvernement libéral là, au sens classique du terme. Là. Eux, ils veulent pas que le gouvernement ne se mêle pas de ça. Il y a du népotisme à l'époque. En plus, mais ça, c'était pas particulier à ce gouvernement-là. C'était pas mal. Non, c'est juste, c'est pas inutile de rappeler que c'est pas Maurice Duplessis qui a inventé ça. Là. Non, absolument. Ça, c'était dans les mœurs depuis longtemps. Et donc, le gouvernement, à la fois pour des raisons, je dirais, de philosophie économique, mais aussi parce que l'Église disait, c'est pas à l'État de s'occuper des pauvres, c'est à nous de s'occuper des pauvres, c'est notre job. Et donc, l'État n'intervenait pas, laissait faire. Et je suis curieux de voir qu'est-ce qui s'est produit dans les années 30. Est-ce qu'on est resté complètement imperméable aux idées qui bouleversaient les autres systèmes capitalistes? Et sinon, qui a été porteur de cette nouvelle vision du libéralisme? Puis là, il y a toutes sortes c'est une période Le Québec est en bouillonnement intellectuel à cette époque-là. Tout n'a pas commencé dans les années 1960. Il se passait beaucoup de choses avant. Ça fait du bien de l'entendre, ça, des fois. Mais alors, donc il y a beaucoup de débats entre libéraux. Il y a des libéraux qui se séparent du Parti libéral, avec Paul Gouin et d'autres, qui finissent par s'unir avec Maurice Duplessis, qui se font avoir par Duplessis plus tard. En tout cas. Mais bref, il y a beaucoup de bouillonnement, mais c'est pas clair si les idées qui bouleversent le libéralisme classique à cette époque-là ont vraiment une influence et à quel moment elles ont une influence. Donc, ça fait un peu flyer comme... mais c'est beaucoup là-dessus que... Est-ce que vous trouvez ça difficile de mettre de l'ordre dans des idées quand on arrive au doctorat? Ben, d'abord, je vais vous faire un aveu. Moi, j'ai pas de maîtrise. Hein. J'ai fait un MBA, mais j'ai pas de maîtrise en histoire. Mais on m'a suggéré qu'avec le travail que j'avais fait avant et tout, peut-être que je pouvais m'essayer pour un doctorat. Donc, ça suscite chez moi beaucoup de craintes. Mais en même temps, c'est quelque chose que je souhaitais. J'aurais pu continuer à écrire parce que j'écris des petits livres de temps en temps, puis j'aurais pu continuer à écrire comme ça être un écrivain de fin de semaine, mais j'avais le goût d'avoir une rigueur, un encadrement avec des gens qui s'y connaissent pour pas écrire n'importe quoi, puis pour fouiller mon sujet comme il faut. Alors, je sais pas, parce que en même temps, je gagne ma vie, je fais d'autres choses, donc je sais pas combien de temps, à quelle vitesse. Je parlais récemment à Pierre Duchesne
ancien journaliste, ancien ministre du Parti québécois aussi, qui, lui, vient de finir un doctorat en communication. Ça lui a pris 8 ans à l'Université Laval. Je trouve ça long, 8 ans. Oui, mais vous avez... Oui, non, mais moi, j'ai vu croiser Gilles Renaud, le comédien, dans des classes d'histoire. J'ai croisé une comédienne dont j'oublie le nom, qui avait joué dans Omerta et dans La Galère aussi, qui était dans des classes... tu sais, il y a des gens qui profitent d'un moment qui leur est plus favorable pour se poser et explorer le fin fond des bibliothèques. Moi, je salue vraiment votre initiative. Vous allez devoir me promettre, par contre, de passer les salutations à M. Savard, qui m'avait donné une très mauvaise note au bac, mais une note pleinement méritée, parce que j'étais, à l'époque, plus davantage un habitué du bistrot à Jojo que de ses cours. Donc, très mauvaise note. Merci beaucoup, M. Pratt, d'être venu nous parler. Merci beaucoup de l'entretien. Vous ne regrettez pas d'être venu? Pas du tout. Merci à vous d'avoir été là. Écoutez, si vous aimez ce qu'on fait, partagez, commentez, abonnez-vous. Il y a des options également d'abonnement payant qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. Ça vous donne accès à la version audio des épisodes 3 semaines d'avance ainsi qu'à du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, plus simple, YouTube, ça c'est la version audio et vidéo. Vous descendez, vous allez voir le bouton rejoindre, se joindre. Vous payez un montant modique par mois. Même affaire, vous avez accès aux épisodes 3 semaines d'avance ainsi qu'à du contenu exclusif pendant 3 mois. À mardi prochain.